Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Security Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est sorti le 8 octobre dernier aux éditions Fayard, Ni capitulation, ni résignation, osons le courage. Et j'ai le plaisir pour ceci d'accueillir aujourd'hui son auteur, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Michel, on ne vous présente plus au sein de la News Sécurité, vous êtes déjà intervenu à différentes reprises. Je rappelle que vous avez embrassé le corps de la police, police nationale en 1978. Ça nous ramène quelques années en arrière. Vous avez été commissaire en 1986 et puis contrôleur général des services actifs de la police en 2012 pour devenir le chef du RAID de 2013 à 2017, une période où on commémore cette semaine malheureusement une date du 13 novembre 2015. Vous y étiez et donc au travers de ce livre, on voit justement quelques épisodes et pourquoi vous appelez à ce courage notamment. Et puis vous avez été député de 2017 à 2022 où on reviendra également dessus. Vous avez beaucoup œuvré pour la sécurité globale durant cette période. Alors, lorsqu'on lit ce livre, on voit qu'il y a une question essentielle qui revient, c'est est-ce que nous sommes bien armés finalement, aussi mieux armés qu'à l'époque pour faire face aux différentes menaces, puisque les menaces sont vraiment prégnantes. Un appel aussi à refuser la capitulation et la résignation. Vous appelez à un effort collectif, mais également individuel, pour préserver et redynamiser les valeurs de la République, les valeurs et les institutions. Alors en introduction, j'ai envie de vous poser quand même une question, Jean-Michel. Le titre, ni capitulation, ni résignation, sommes-nous prêts Cela résonne un petit peu comme un manifeste. Quelle était votre intention principale ? Alerter, mobiliser, transmettre ou tout à la fois ? Écoutez, effectivement, vous l'avez relevé, ce livre est un livre essentiellement sur le courage. C'est un livre qui arrive au bout des 10 ans de ce que nous avons tous connu au Bataclan et à l'Hypercacher. Et à cette époque-là, nous sommes intervenus, enfin tous les policiers, les gens qui ont porté secours sont intervenus avec courage. On était soutenus par une population courageuse qui nous soutenait très fort. Des hommes politiques qui étaient, de ce point de vue-là, qui avaient fait preuve aussi de courage dans l'adversité. Et l'idée, c'est de se demander où en sommes-nous de notre courage aujourd'hui. Alors, la problématique, c'est que on peut se poser la question, en fait, en réalité. Moi, un des fils rouges de ce livre, c'est de faire le parallèle avec le livre de Marc Bloch, qui était L'étrange défaite, qu'il a écrit pendant la guerre. Et Marc Bloch s'est interrogé sur le pourquoi la France s'est effondrée aussi rapidement en 1940. Et il a soulevé quelques problèmes qui sont d'actualité aujourd'hui. Il a soulevé la problématique du manque de courage des hommes et des femmes politiques. Rappelons-nous, à cette époque-là, les accords de Munich signés avec les nazis, avec les fascistes d'Italie, tout simplement pour rien, parce qu'il y a eu la guerre après. Rappelons-nous aussi que les Français, à cette époque-là, avaient demandé à ce que les villes de plus de 20 000 habitants soient ouvertes à l'ennemi, sans combattre, au lieu de combattre l'ennemi. Rappelons-nous aussi qu'un certain nombre d'organisations syndicales, la CGT pour ne pas la nommer, mais à l'époque la CGT était très communiste et donc il y avait le pacte germano-soviétique qui jouait en cette faveur-là. La CGT demandait à se battre contre le capital, contre les capitalistes et les patrons, les méchants patrons, plutôt que de se battre contre l'ennemi. Donc je me suis demandé, est-ce qu'on en est toujours là dans nos esprits, et est-ce que demain on ne va pas capituler ou se résigner. Et puis, la réponse n'est pas si évidente que ça, mais il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans ce bouquin, qui sont à la fois des constats durs, francs, sur la situation, sur notre espèce de résignation d'ambiance,
le fait qu'on ne réagit plus assez, mais aussi c'est un livre d'espoir, parce que je pense que dans les moments, les situations, moi que j'ai vécues en particulier les plus dures, je reviens par exemple au Bataclan, eh bien nous avions derrière nous toute la population, et ça met du bonheur. Et on va revenir sur cet esprit effectivement de collectif qui est prégnant dans votre livre. Vous dites aussi dans ce livre que le courage commence par la lucidité. Pour vous, cette lucidité est-elle en danger dans notre société aujourd'hui ? Oui. Bien évidemment. Elle est en danger dans notre société, elle est en danger dans à peu près tous les pays européens et tous les pays occidentaux, dans notre pays aussi, sans doute, peut-être. Mais plus proche de nous, les pays européens, elle est en danger en France, bien évidemment. Est-on lucide sur un certain nombre de choses ? Est-ce que on n'a pas un regard qui est voilé par la société dans laquelle nous vivons, qui est une société de confort, une société où on a versé de plus en plus dans le consumérisme, qui est une société où on ne se parle plus parce que les moyens modernes de communication font qu'on est beaucoup sur les réseaux, on a beaucoup de connexions, on a de moins en moins de relations, et tout ça fait qu'à un certain moment, on voudrait que tous nos problèmes de tous les jours soient pris en compte par les autres, en particulier par l'État, par les régions, par les départements. Et on n'est jamais face à nos responsabilités propres. Alors, on voit cette ambivalence de collectif et d'individualisme. En même temps, vous dites qu'il faut du courage à la fois collectif et individuel. Qu'est-ce que vous entendez par là et quelle est la différence ? Le courage individuel, c'est une vertu que l'on a en soi, mais qui se travaille aussi, qui vous permet d'avancer. Dans des circonstances contraires, vous faites preuve dans la vie de tous les jours de courage, et vous pouvez avoir un courage de tous les jours dans des petites épreuves, ou un courage beaucoup plus important dans des grosses épreuves. C'est quelque chose d'individuel. Le courage collectif, c'est une vertu au niveau de la nation. Ça se bâtit au niveau de la communauté, c'est-à-dire que le courage collectif est plus orienté vers le don de soi, la nécessité d'avoir un cap et de le respecter. Tous ensemble. En fait, pour faire nation, il vous faut à la fois le courage individuel de certains hommes et femmes politiques qui vont vous tirer, vous drainer, et aujourd'hui, on pêche dans ce domaine-là, on va le dire comme ça, et il vous faut aussi ce courage de cette nation, ce courage collectif de cette nation qui va vous porter. L'un et l'autre, cette étrange amalgame, cette étrange alchimie va faire qu'on fera nation. Et aujourd'hui, on est en danger des deux côtés. Alors le courage, encore une fois, vous l'avez vécu en tant que chef du RAID. Quelles sont les qualités, quelque part, les qualités humaines qui vous ont le plus marqué pour ceux qui ont fait preuve de courage ? La qualité principale des gens du RAID, mais de tous les gens qui montent au front de cette manière-là, je pense que c'est l'altruisme, c'est ce qui leur permet de se dépasser pour d'abord réussir la mission. Ils ont donc un but, et ensuite, le but c'est de sauver des vies au RAID, très clairement, sauver les otages, et ensuite de ne pas s'en laisser imposer par des gens qui voudraient détruire notre modèle. C'est-à-dire, ça me semble être la première des vertus de ces combattants du RAID, mais c'est les vertus que nous avons tous en nous. C'est la vertu de faire nation, c'est le fait de défendre notre manière de vivre, et notre manière de vivre démocratique. C'est un appel puissant à la démocratie, ce livre, Ni capitulation, ni résignation, mais puissant, un appel puissant à une démocratie beaucoup plus forte qu'elle n'est maintenant. Alors, on a parlé beaucoup de courage, on va parler aussi, on en a parlé un petit peu justement de collectif, mais aussi de leadership. Et vous écrivez dans le livre, dans une unité d'élite, personne ne gagne seul. Quelle leçon de leadership justement en tirez-vous de cette conviction ? Oui, personne ne gagne seul parce que c'est la force de l'équipe qui vous emmène à la victoire. C'est la force de l'équipe qui vous emmène
à la mission. Alors pour le RAID, c'est une mission, sauver les otages, je l'ai dit, je le répète. Pour les entrepreneurs et les entreprises, ils ne peuvent rien faire sans leurs équipes, sauf à être une entreprise unipersonnelle. Mais évidemment que pour l'ensemble des entreprises, on travaille avec ces spécialistes, avec ces experts, avec ces collaborateurs. Et il faut savoir les emmener. Les collaborateurs attendent ça de vous aussi. Et le leadership, il existe là, dans le fait que en fait, vous formez équipe. Vous n'êtes pas un groupe. Un groupe, c'est quelque chose où vous allez vous rassembler, il n'y a pas de chef. C'est à l'occasion pour célébrer, pour aller voir un match de rugby, pour faire une partie de poker, pour célébrer quelque chose. Ça, c'est un groupe où vous allez partager des bons moments avec vos amis, avec les gens qui sont autour de vous. Une équipe, c'est à la fois ce groupe-là qui doit avoir ce sens du collectif, mais vous avez aussi le leader qui doit emmener son groupe, qui doit donner sens à la mission. Ça, c'est important. C'est important. Et vous l'avez été leader, Jean-Michel. Vous avez connu la pression, le stress. Vous faites la transposition dans une entreprise. C'est pareil. Comment, finalement, on peut maintenir cette cohésion d'une équipe quand on est sous pression, sous stress? Eh bien, quand vous êtes un leader, alors... Moi, je parle de ce que j'ai connu, mais on peut parler aussi des entreprises. Je suis conférencier d'entreprise et je parle beaucoup avec les chefs d'entreprise et on échange beaucoup là-dessus, mais c'est exactement la même chose. Quand on est un leader, on doit avoir la capacité, quand il y a une pression autour, de la prendre sur soi et de la restituer en confiance. C'est-à-dire que si vous êtes juste un passe-plat, si j'ose m'exprimer ainsi, et si cette pression-là, non seulement vous la repassez aux autres, mais en plus vous la décuplez parce que par votre propre stress à vous, eh bien, il y a toutes les chances que votre mission, vous n'alliez pas jusqu'au bout et que ça soit pas tout à fait favorable. Donc il faut arriver à avoir cette nécessaire, j'allais dire qualité, c'est pas une qualité, mais une nécessaire retrouver au fond de vous cette approche-là qui va faire que vous devez récupérer vos informations et la pression pour obtenir le meilleur des gens qui travaillent avec vous. C'est ça, ce qu'il faut s'astreindre à faire. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas facile tous les jours, mais par exemple, dans le rôle du décideur, dans le rôle du chef, du leader, c'est la décision qui est importante. C'est une machine à prendre des décisions, le leader. Si il procrastine ou s'il ne sait pas prendre une décision quand il est sous pression, il y a des chances qu'on n'arrive pas au bout de la mission, quoi. Alors, il y a une sorte de responsabilité, d'exemplarité aussi quelque part en tant que leader, en tant que chef. Et vous dites également dans votre livre, vous écrivez, le vrai chef sert mais ne se sert pas. Ce sens du service, c'est essentiel aujourd'hui dans le leadership moderne. Oui. En fait, il se sert et ne se sert, il sert mais ne se sert pas. Ça veut dire qu'il doit avoir une haute opinion de son rôle et de sa mission. Pas de lui-même, certainement pas de lui-même, mais de son rôle et de sa mission. Et il doit tout consacrer à son rôle et à sa mission. Et sur un chef d'entreprise, c'est important parce que la pérennité de l'entreprise et le développement de l'entreprise tient à ça aussi. Sur un homme et une femme politique, moi je l'ai été, c'est encore plus important parce que vous parlez de la France. Quand vous êtes aux manettes du pays, vous parlez de la France. Et aujourd'hui, on a un spectacle qui n'est pas particulièrement joli à voir en ce qui concerne les hommes et les femmes politiques aujourd'hui. On a un peu l'impression qu'ils pensent à tout sauf à la France et à leur mission. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui doit permettre aux leaders de se surpasser, aux leaders de servir et non pas de se servir. Alors Jean-Michel, vous êtes quelqu'un profondément ancré dans la sécurité, aussi bien dans le monde en tant que force de l'ordre, venant des forces de l'ordre, mais aussi après la sécurité civile, en tant que citoyen, en tant que député. Vous avez beaucoup œuvré pour la sécurité à différents moments de votre carrière. Le monde de la sécurité, que ce soit la sécurité publique ou la sécurité privée, on le voit, se transforme profondément au cours des décennies. Comment est-ce qu'on peut y cultiver ce courage et le sens de la responsabilité ?
Je crois que dans les professions de sécurité, il n'y a pas mieux pour justement exprimer ce sens, alors certes du courage, mais aussi de l'abnégation par rapport à l'autre, en fait, en réalité. Quand vous rentrez dans la police ou dans la gendarmerie, même dans la police municipale maintenant, vous rentrez pour servir. En fait, le jeune flic, le jeune gendarme rentre pour servir, pour assurer à ses concitoyens plus de bonheur dans la sécurité. Quand vous rentrez au raid, on est sur les mêmes choses. C'est-à-dire que vous êtes là pour sauver des vies. C'est-à-dire vous êtes l'ultime rempart contre la barbarie pour sauver des gens. Je dirais un peu, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu quand je suis rentré comme député, c'était pour continuer à servir mes concitoyens et essayer de travailler cette sécurité au sens le plus global du terme. C'est ça qui me semble important. Sur la sécurité privée, on est exactement sur la même chose. Exactement. Alors justement, vous vous rappelez quand vous étiez député, je rappelle qu'en 2019, vous avez rédigé un rapport avec Alice Thourot, également députée, qui s'appelait « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale » et finalement qui a été à l'initiative de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Pensez-vous aujourd'hui que la sécurité privée a un rôle à jouer dans la cohésion sociale ? Mais plus qu'avant, et de plus en plus. En fait, en réalité, le rapport plus la loi que nous avons fait avec Alice Thourot, on a parlé de sécurité globale. C'est une philosophie sur laquelle il faut tendre. Ça veut dire que la sécurité se conçoit globalement avec tous les acteurs. Les acteurs de l'État, police, gendarmerie, les acteurs municipaux, les polices municipales, les gardes champêtres et autres, et les acteurs du privé. Je rajouterai rapidement aussi les acteurs, les citoyens eux-mêmes qui doivent participer à leur sécurité. Mais le privé, petite parenthèse sur le privé, bien évidemment que la sécurité du privé, et on l'a beaucoup développé dans la loi, et ça a beaucoup servi sur les Jeux Olympiques, en particulier, c'est de plus en plus important parce que les gens réclament de plus en plus de sécurité dans leur vie personnelle aussi. Et quand vous avez une entreprise de sécurité privée qui va surveiller chez vous, quand vous n'êtes pas là ou même quand vous êtes là, quand vous avez une entreprise de sécurité privée qui va mettre de la sécurité humaine dans des centres commerciaux, quand vous allez vous faire vos courses, quand vous avez une sécurité privée qui va veiller dans les rues éventuellement à certains, dans le cadre de leurs compétences, vous allez avoir cette sécurité qui est rendue aux citoyens. Et cette sécurité globale, elle va se décliner de cette manière-là. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de la technique, des drones, des caméras, de l'intelligence artificielle, des reconnaissances faciales, etc., qui se mettent en place un peu partout, cette sécurité-là, elle doit être globale et contrôlée. Et elle le sera de plus en plus. Et c'est ce qui va de plus en plus se mettre en place dans le cadre de nos lois républicaines et dans le cadre de nos libertés, bien évidemment. Alors, Jean-Michel, vous l'avez dit, vous avez beaucoup œuvré en ce sens et vous y croyez, comme vous l'avez dit, plus que jamais à cette sécurité globale. En même temps, même si on l'a vu, il y a eu un vrai travail de coopération d'effectuer, et notamment en amont et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment est-ce qu'on peut transmettre aujourd'hui à la fois le sens du devoir, mais aussi surtout de la fierté d'appartenir à ces métiers qui sont parfois très peu reconnus? C'est vrai que c'est une problématique. Et la loi sécurité globale que nous avons votée, il y a aussi une partie de reconnaissance de ces métiers-là. Quand vous demandez à tous qu'ils aient le même uniforme, quand vous les protégez judiciairement sur un certain nombre d'agressions, mais quand vous les responsabilisez aussi par rapport aux agressions qu'ils peuvent faire aussi dans le cadre de leur travail, parce que l'un va avec l'autre, là, vous êtes en train de les valoriser. Quand vous essayez aussi de limiter dans la loi un certain nombre de manœuvres financières qui fait que vous allez, au fur et à mesure, avoir des marchés en cascade comme ça et qui empêchent d'être payés correctement, là aussi, vous valorisez. Il faut bien payer les gens et bien les reconnaître aussi. Mais il faut aussi leur assurer le fait qu'aujourd'hui, dans la société, ils sont là, ils le seront de plus en plus,
et c'est leur place que d'être là, parce que les citoyens ont besoin d'eux, et parce qu'un citoyen, quand il se sent angoissé, qu'il voit quelqu'un revêtu de bleu ou revêtu de noir ou revêtu de ce que vous voulez, mais avec un uniforme, ça va le rassurer. Et le citoyen ne verra pas trop si c'est un policier national, si c'est un policier municipal, si c'est un gendarme ou si c'est quelqu'un un garde de sécurité qui est là pour justement rassurer aussi. Donc, ce qui est important, c'est cette sérénité, rassurer le citoyen. Évidemment. Et ça, je pense que ça bouillonne dans nos sociétés. C'est en train de monter. Et les sociétés de la sécurité privée est en train de gagner ses galons de ce point de vue-là. Mais il faut qu'elle soit vertueuse, elle aussi. Alors, vertueuse, effectivement, c'est un beau terme et on le voit et on voit qu'il y a eu un vrai travail de fait sur ceci. Comme vous l'avez dit en préambule, vous restez optimiste. D'ailleurs, vous terminez votre livre avec une note d'espérance. Vous rejetez le fatalisme. Qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Je pense que moi, je suis d'un naturel orienté d'abord vers les autres et orienté vers l'espoir de choses nouvelles et meilleures. Et toutes les épreuves que j'ai subies, passer le choc fatal de ces épreuves-là, qui vous impactent très réellement et sur le très long terme, vous analysez les choses et vous voyez plus les réactions qui se sont faites pendant... Je rappelle que pendant le Bataclan, il y a énormément de gens sur les terrasses, par exemple, où il y avait les attentats, qui se sont portés au secours des gens qui étaient blessés, quelquefois sous le feu. Et ça porte espoir. Ça, et je pense qu'au fond... Et puis, on vit aussi dans un pays, la France, c'est pas n'importe quel pays. La France, c'est un pays, c'est la 6e ou 7e puissance mondiale en fonction des classements. C'est un pays qui a une grandeur historique, une grandeur géographique. C'est le premier ou le deuxième territoire naval du monde. C'est en fonction comment on calcule ça. C'est un grand pays sur tous les continents. La France est quelque chose de phénoménal qu'il faut aimer et qu'il faut porter. C'est à la population française de porter son pays aussi. Et c'est pour ça que je suis optimiste, parce que j'ai vu des choses, moi, qui m'ont rendu optimiste. Vous ont rendu optimiste, vous le rappelez régulièrement par rapport effectivement à ce 13 novembre 2015. Si vous aviez un message à transmettre à la fois aux jeunes générations et à ceux qui dirigent, qui managent des équipes aujourd'hui, quel serait-il ? Le message est tout trouvé, c'est le courage, c'est un message sur le courage. Le courage qui, selon moi, est une vertu qui englobe beaucoup d'autres vertus. Le courage, ça englobe la vertu de la valeur travail. Il faut travailler dans notre société, non pas pour devenir riche ou pour... il faut travailler parce que c'est une valeur phénoménale qui vous apprend la vie. Donc le fait de vivre sans travailler, de prébande, ça n'a aucun intérêt, aucun espoir dans notre situation actuelle. On a aussi le fait de prendre des décisions au moment où il faut prendre des décisions, en particulier pour les gens qui sont payés pour ça, les managers. Tout ce courage-là englobe toutes ces vertus-là. Et puis surtout, il faut bien se rendre compte qu'on a la chance de vivre dans un pays de liberté, un pays démocratique, et que ce n'est pas la démocratie qui est en cause, comme voudraient le dire certains. On entend un peu ce ronronnement incertain. Non, ce qu'il faut, c'est une démocratie, mais une démocratie qui sache se défendre par rapport aux défis aujourd'hui, que ce soit les défis du terrorisme, le défi des stupéfiants, qui est un très gros défi, le défi de la guerre à nos portes, que je traite aussi dans le livre, la guerre en Ukraine, mais aussi d'autres défis qui font que aujourd'hui, l'État, il y a tout un paragraphe là-dessus, l'État tel qu'il est aujourd'hui est un roi nu, c'est-à-dire qu'il s'est ôté un certain nombre de pouvoirs. Il faut qu'il récupère ses pouvoirs pour pouvoir réformer notre pays en profondeur. Alors pour terminer, Jean-Michel, une question beaucoup plus personnelle. Vous l'avez expliqué, il y a effectivement, alors on n'a pas pu détailler tous les chapitres dans ce livre, mais il y a beaucoup de choses effectivement, et on le voit avec ce message, encore une fois, très optimiste et plein d'espoir. Donc une question plus personnelle, c'est qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui ce courage d'agir au quotidien ?
Je pense que c'est, pour moi, le fait de bouger, d'agir, de le faire au quotidien, c'est quasiment une fatalité. Ça a toujours été comme ça. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. Je vous ai dit, je suis conférencier, donc je travaille sur des conférences. Je travaille d'ailleurs sur quelque chose qui me paraît intéressant et qui va être, à mon avis, sympathique dans l'année à venir. C'est une biconférence avec un autre conférencier qui est complètement... dans une personnalité bizarre par rapport à la mienne, puisqu'il s'agit de Kerviel, de Jérôme Kerviel. Ah oui. Donc on va essayer de faire des conférences ensemble pour pouvoir apporter un message d'espoir ensemble. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire de Jérôme Kerviel, c'est un humaniste et il a beaucoup de choses à apporter aux uns et aux autres. Et donc voilà, on est en train de travailler sur... Et puis j'ai plein d'autres projets, donc... On essaye d'avancer là-dessus. Je pense que on le porte en soi. Voilà. L'optimisme, l'espoir, le courage, on le voit, vous le transpirez dans vos propos. Merci en tout cas, Jean-Michel, d'être venu pour cette émission Security Book. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors on rappelle, ni capitulation, ni résignation, osons le courage, aux éditions Fayard. Surtout, lisez-le, il se lit très rapidement. C'était un vrai bonheur. Merci encore, Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt sur News Sécurité pour une nouvelle émission Security Book.